On va démarrer ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Ravi de vous revoir pour ce webinaire de rentrée 2024. Donc, pour ceux qui ne sont pas... Alors, petite information déjà, ces webinaires sont enregistrés. Je n'ai pas géré de droit à l'image formelle. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, coupez vos caméras. Ils sont ensuite mis en ligne sur la chaîne YouTube Amur. Donc, vous pourrez revisionner ou transférer à vos collègues si vous le souhaitez. Donc, du coup, je voulais juste faire quelques mots avant de passer la parole à Rémi Mongruel et à Aline Gornery pour introduire, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce cycle de webinaires. Donc, c'est un cycle qu'on a lancé en lien avec la communauté ISBLU et Zabri. Et l'idée, c'était initialement de créer un espace pour permettre de réfléchir, de se retrouver, de faire une petite arène de discussion pour promouvoir et améliorer la réflexion autour du développement d'approches inter et transdisciplinaires. Et on a décidé l'année dernière de centrer une partie de ce cycle autour des approches inter et transdisciplinaires avec un focus spécifique sur les sciences de la durabilité littorale et marine, avec vraiment l'idée qu'on puisse promouvoir par ce biais-là une certaine approche réflexive sur les pratiques et postures de recherche, et puis qu'on puisse créer une petite communauté de pratiques dans ce champ émergent des sciences de la durabilité. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de ces sciences de la durabilité, elles ont vraiment trois grands volets qui ont été d'ailleurs conceptualisés par l'IRD notamment, autour de un volet sur comprendre les socio-écosystèmes avec une approche vraiment holistique du système social et du système naturel et de leurs interactions. Un volet autour de la co-construction de connaissances entre scientifiques et puis enfin académiques et non académiques, et puis un troisième volet autour qui est centré sur la transformation et le rapprochement entre science et action. Donc ça a été conceptualisé par l'IRD autour d'un triptyque comprendre, co-construire, transformer. Donc on se situe dans ce cadre-là, dans ce cycle de webinaire, avec vraiment cette idée de partager des démarches de recherche, notre réflexion dessus, des projets en cours, et puis pouvoir échanger avec un certain nombre de collègues intéressés pour partager cette approche réflexive dans ce collectif-là, et puis voir vers quoi cela tend. Donc, je vais passer maintenant la parole à Rémi Mongruel de Amur et Aline Gagnery de Dineco, qui vont nous présenter leur projet Rétroscope. Donc, je vous laisse partager votre écran et je vous laisse la parole. Voilà, donc merci à tous d'être là pour ce séminaire que nous avons intitulé Écologie, sciences sociales, acteurs et histoire d'huîtres, et donc qui est en fait une manière de procéder à une restitution du projet Rétroscope, dans lequel nous nous sommes efforcés de pratiquer l'interdisciplinarité entre sciences de la vie et sciences sociales en répondant à des questions communes, même la transdisciplinarité, puisque nous avons, vous allez le voir, manipulé des cadres d'analyse communs, et nous avons également été collaboratifs, puisque nous avons travaillé avec les acteurs. Et donc là, l'idée de ce séminaire, en fait, c'est de repartir d'une restitution où on va un peu survoler les grandes étapes et les grands résultats de notre projet Rétroscope, mais en essayant d'ouvrir un petit peu la boîte noire de justement comment est-ce qu'on peut essayer de mettre en application concrètement ces différentes techniques, méthodes, outils utilisés pour faire ces recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires. Je laisse tout de suite la parole à Aline. Oui, merci Rémi. OK. Donc le projet, donc je vais prendre la main. Donc je suis, Aline Gagnery. Bonjour à tous, merci d'être là, et je vais juste, dire que ce projet a aussi été coordonné par, Audrey Bruno qui est
l'air, PC. Excusez-moi, et la porte de mon bureau s'est ouverte. Donc Audrey Bruno qui est au laboratoire environnement ressources de Poitou-Charentes et Valérie Derolez qui est au laboratoire environnement ressources, d'Occitanie, donc près de l'étang de Thau. Et nous allons vous parler donc du projet Rétroscope dont l'intitulé est «Approche comparée des trajectoires d'évolution des socio-écosystèmes côtiers à vocation conchylicole». Donc juste quelques éléments de contexte, avec au travers de ce projet, du coup, on a répondu en fait à un appel d'offres, un appel à projet de la direction scientifique de l'Ifremer qui a couru sur 2018-2019, un appel qui s'intitule «Sens en société» sur l'approche intégrée des trajectoires à long terme des socio-écosystèmes marins. Et l'idée de l'institut là, c'était d'explorer un peu, dans quelle mesure, l'Ifremer pouvait, développer une programmation transversale qui mettent en place, une approche partenariale, hein, pour répondre à des questions d'enjeux, de la recherche écosystémique, de la gestion écosystémique et mettant en avant tout ce qui est, incertitude aussi. Et il y avait, 2 volets dans cet appel à projet. Un volet, rétrospectif, analyse rétrospective de processus économiques, sociaux, culturels et écologiques. Hem donc, qui visait à étudier les interactions entre ces processus, les questions de temporalité, l'identification de phases de rupture, de crise, et les réponses, observées des socio-écosystèmes en prenant en compte le rôle des différents acteurs et les modes de gouvernance. Et puis un volet, plus prospectif, donc plus tourné sur l'élaboration de scénarios futurs. 2 projets ont été retenus au travers de cet appel à projet, donc le projet Retroscope, mais un deuxième projet aussi, qui s'appelle, Mimi. Je donne juste un petit input en fait sur ce projet. Il y a le site internet du projet, hein, si des gens veulent aller voir, ce que c'était que ce projet, qui traitait de partage de représentation, de connaissances et d'incertitudes des socio-écosystèmes marins, mais autour de, la gestion des pêches et autour de la modélisation de la gestion des pêches. Donc l'idée, c'était d'intégrer en fait les divergences de représentation, des socio-écosystèmes et puis, l'acceptation des modèles, l'acceptation de l'utilisation des modèles pour des questions de gestion, et d'intégration des incertitudes. Donc on va maintenant revenir, sur le projet Rétroscope. Donc avec Rétroscope, on a plutôt répondu au premier volet qui concerne, donc la partie rétrospective et nous, on s'est, positionnés dans le créneau de l'étude des trajectoires en fait, de socio-écosystèmes côtiers à vocation conchylicole en adoptant une approche interdisciplinaire qui associait, sciences du vivant et sciences humaines et sociales. Et donc, l'idée de ces analyses rétrospectives, c'était de tirer derrière des analyses, de tirer des enseignements en fait concernant les capacités d'adaptation et de résilience des socio-écosystèmes face au changement. Heu, donc les sciences de la nature, les sciences de la vie et les sciences humaines et sociales ont chacun leurs propres objets d'étude, leur propre fonctionnement et du coup pour faciliter, l'interdisciplinarité et faciliter du coup le travail en commun, nous on s'est positionné sur des objets frontières, que sont les dispositifs de gestion et les services écosystémiques. Donc, on a travaillé sur 3 sites ateliers qui sont contrastés en termes de fonctionnement écologique, d'histoire de l'ostréiculture et d'usage. Donc, ces 3 sites, ce sont la baie d'Évé, donc un petit estuaire localisé, en Normandie. Donc un petit estuaire, hein, qui est le réceptacle d'un très grand bassin versant, dans lequel il y a une, ostréiculture qui s'est implantée de manière assez récente, hein, dans les années 60 et un certain nombre, d'usages aussi, autour de cet écosystème. Le bassin de Marennes-Oléron, donc le berceau de l'ostréiculture, aussi un site, touristique, important et puis la lagune de Thau, donc ce petit système, ce petit système fermé, localisé en Méditerranée, et pour ces 3 systèmes, en fait, on s'est intéressé à la période, bornée par les années 70 et 2018, donc à nos jours. Notre projet, il a été organisé autour de 3 axes de travail. Un axe, écologie, vraiment un axe autour de autour de l'évolution de l'état des écosystèmes et des fonctions écologiques. Un axe autour de l'évolution des interactions société-écosystème et heu, un axe, interdisciplinaire, transversal, voilà, je cherchais le mot, autour des trajectoires d'évolution des socio-écosystèmes. Donc autour de l'écologie, on a surtout travaillé autour de la question des perturbations, des crises écologiques et sanitaires ayant impacté l'activité conchylicole. On a mobilisé des réseaux de surveillance et d'observation.
on a développé des analyses génériques. Sur l'axe S, interaction société-écosystème, on a travaillé sur les services écosystémiques, l'identification de ces services, la quantification de ces services, leur évolution en lien avec les usages et les dispositifs de gestion. Et on a travaillé autour de l'identification des demandes sociales autour de ces services, et plus particulièrement celles qui sont porteuses de changement. Et dans les 2 axes, en fait, on s'est vraiment intéressé sur la notion d'évolution de tendance à long terme, l'identification de périodes de rupture, de périodes de basculement, les synchronicités, similitudes entre les différents sites. Et au niveau de l'axe transversal, on a mobilisé un outil particulier que sont des frises chronosystémiques avec la question de la périodisation. C'est un travail qu'on a fait avec les acteurs. Et pour chacune des périodes, en fait, on a retracé les tendances écologiques qui ont été alimentées par l'axe E. On a identifié aussi, positionné les demandes sociales porteuses de changement, donc identifiées autour de l'axe S. Et puis dans l'axe transversal, on a fait émerger les facteurs de changement, les stratégies d'adaptation des acteurs, les configurations, les propriétés émergentes, et on a posé un certain nombre de liens dynamiques autour de ces différentes périodes. Voilà, donc pour travailler en interdisciplinarité, on a mobilisé un certain nombre de partenaires scientifiques, donc qui permettaient l'interdisciplinarité entre les sciences du vivant et les sciences humaines et sociales. Au niveau des sciences du vivant, un certain nombre de disciplines étaient représentées, donc tout ce qui est écologie côtière, qui concernait à la fois l'hydrologie, le phytoplancton, la chimie, la microbiologie, l'écophysiologie, les bivalves et les biostatistiques. Et en sciences humaines et sociales, on a mobilisé un certain nombre de disciplines autour de l'économie, la sociologie, le droit, l'anthropologie. Et pour faire le lien avec les acteurs du territoire, on a travaillé avec des acteurs. Tu peux changer de diapositive, Rémi. On a travaillé avec un certain nombre d'acteurs du territoire qui sont impliqués hein, autour du fonctionnement de ces écosystèmes. Donc des représentants de la filière conquilicole, des gestionnaires de l'eau et des bassins versants, des gestionnaires du domaine public maritime, des centres techniques qui viennent en appui à la filière conquilicole et des gestionnaires des espaces protégés, et le tout dans les différents sites d'études. Tu peux changer de diapositive et tout ce travail en fait de lien, a été fait autour d'ateliers collaboratifs qui ont mobilisé, à la fois les acteurs, les partenaires scientifiques et les acteurs des territoires. Donc on a eu 5 ateliers collaboratifs durant la période 2022-2023. Donc on va vous présenter successivement en fait, les différents axes. Donc je vais conserver la main pour, une rapide présentation de l'axe écologie. Et je passerai la main ensuite à Rémi pour l'axe S. Donc, sur l'axe écologie, donc sur l'évolution de l'état des écosystèmes et des fonctions écologiques, on a vraiment mobilisé en fait les réseaux d'observation et de surveillance qui sont historiquement pilotés par l'IFREMER. Donc, je vais commencer par le cœur, donc le cercle vert qui est à gauche de la diapositive. On a travaillé sur les questions du coup d'hydrologie, de phytoplancton, d'huîtres creuses. On a travaillé aussi sur la contamination microbiologique et chimique et on ne pouvait pas faire l'économie que de travailler sur les forçages de ces systèmes, donc forçage climatique et là on est resté sur un niveau local et les forçages terrestres, par exemple, des questions donc les apports de bassins versants. Donc, on a 6 disciplines autour de l'écologie. Au final, on a travaillé sur une quarantaine de variables. Ça a représenté environ 200 séries temporelles qui ont été expertisées, toutes analysées avec une méthode commune qui est le modèle linéaire dynamique. Donc, pour ça, on a travaillé avec un biostatisticien. Donc je ne vais pas détailler ces questions de méthode aujourd'hui, mais on pourra en discuter s'il y a des questions. On pourra aussi, faire des liens, hein, avec d'autres présentations, d'autres résultats, d'autres travaux, qui ont été, publiés. Donc on a travaillé d'abord sur une analyse, univariée, vraiment au plus proche des données, où on respecte vraiment la longueur des séries temporelles qui sont disponibles et ensuite sur une approche multivariée où on cherche à faire du lien entre les différents compartiments et là, on est obligé de retravailler sur les séries temporelles. On a fait des diagnostics de chaque site, des diagnostics intersites. C'est ce que je vais présenter par la suite de manière très rapide. Donc là, c'est plutôt, l'analyse univariée, et c'est un produit du projet, en fait.
On a une sorte de tableau de bord, en fait, pour chacun des sites, chacune des thématiques qui, reprend, en fait, la tendance d'évolution à long terme, des variables. Donc on va retrouver, hein, sur la partie gauche, les 40 variables. Tu peux changer de diapositive, Rémi, comme ça on va se focaliser sur, le tableau de bord vraiment. Donc on va retrouver sur la partie gauche l'ensemble des variables qui ont été analysées et sur la partie droite, on a un récapitulatif du niveau moyen, pour la période 70-2018. Est-ce que le paramètre, il voit une augmentation de son niveau moyen? Est-ce qu'il voit une diminution de son niveau moyen? Est-ce qu'il n'y a pas d'évolution significative du niveau moyen? Niveau moyen égale tendance, hein, c'est la même, c'est synonyme. On voit les périodes en fait, pour lesquelles on n'a pas de données. Donc on voit bien, hein, que les données, et les réseaux d'observation et de surveillance, ils sont arrivés au fur et à mesure dans le temps, mais après la période 70. Donc on voit bien aussi que là où on n'a pas de données, il va falloir combler de l'information avec d'autres sources d'informations qui ne sont pas des données, quantitatives en écologie venant des réseaux. Et on voit aussi par exemple, des ruptures. Donc là ici sur, le cas de cet écosystème en particulier, c'est celui de la baie d'Évé. On voit une rupture, qui donc c'est là où on a le R, au milieu du tableau, qui concerne en fait les mortalités d'huîtres, et c'est les mortalités de naissin qui sont arrivées en 2008 qui ont vraiment provoqué une rupture dans la série temporelle, Donc on a ce type de tableau de bord pour, tous les sites. Et ensuite on peut, oui, donc on a identifié un certain nombre de points communs. Donc on a vraiment, étudié chaque site en détail et là, on présente juste un focus sur les points communs dans les trajectoires des 3 sites. Dans les trajectoires des 3 sites, on voit le réchauffement global, on voit des changements dans les structures des communautés, on voit des dégradations dans les performances, d'élevage de l'huître, notamment au niveau des mortalités. On voit, ou une stabilité ou une dégradation de la contamination microbiologique et globalement une amélioration de la qualité chimique. Et je fais juste un focus rapide parce que, il faut qu'on garde du temps. Donc on a sur le multivarié, là, on a croisé nos séries temporelles, de traits de vie de l'huître avec des variables, les variables climatiques, hydrologiques et phytoplanctoniques. Donc on a fait des analyses, d'ordination, hein, classiques, des analyses de coinertie qui visent à expliquer les traits de vie par les variables de l'environnement. Et grosso modo, je garde juste, 2 conclusions, 3 conclusions. Globalement, une trajectoire assez proche des paramètres de l'huître avec les paramètres des variables environnementales. Hem une succession, chronologique assez propre, hein. On a bien une succession, heu du début de la période étudiée jusqu'aux années 2018, hein. Et par contre, on observe, un changement de trajectoire, autour des années 2008 à 2012 pour l'ensemble des sites. Voilà, donc ça c'est des je vais pas aller plus loin, je vais pas aller plus loin aujourd'hui pour laisser du temps pour le reste. Et du coup, je vais passer la parole, à Rémi pour l'axe S. Donc effectivement, merci Aline. Je passe au second axe du projet consacré à l'évolution des interactions entre société et écosystème. Donc on a abordé de différentes manières. Donc tout d'abord en évaluant les bouquets de services écosystémiques. Alors dans une perspective historique, donc on a cherché à reconstituer, pour faire simple, la forme du bouquet de services écosystémiques à différentes périodes. Mais donc, ça pose un certain nombre de difficultés, hein. On a vu précédemment qu'on n'avait pas déjà sur l'écologie avec les réseaux de suivi des données historiques complètes. Et donc, il va falloir s'accommoder d'un certain nombre de manques de données pour néanmoins arriver à l'objectif. Donc, quelles sont les sources de données qu'on a mobilisées? Des données issues de la littérature grise, des données issues de réseaux d'observation et aussi des dires d'experts pour combler l'absence complète de données. On a travaillé sur 3 périodes, des périodes stylisées dans un premier temps, passé ancien depuis le début des années 70, passé récent, les années 90, la période actuelle, depuis le milieu des années 2000, sachant qu'on allait ensuite produire une périodisation définitive dans le cadre de l'axe transversal, on y reviendra ensuite.
Et donc, on propose des analyses en coupe, c'est-à-dire qu'on va représenter un niveau de service moyen lors de chaque période. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, grosso modo, vous avez des diagrammes en radar. Là, ici, c'est le site de Marennes-Oléron. Et donc, vous avez plus d'une vingtaine de services qui sont représentés, qui sont évalués. Et on voit donc une évolution. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Baisse des services d'approvisionnement, conchyliculture, pêche, saliculture, augmentation des services de régulation, régulation de la qualité de l'eau. Donc là, ça veut dire, en fait, quand on augmente la consommation de services, ça veut dire qu'en fait, on consomme les capacités de l'écosystème et en fait, on le soumet en général à des pressions et on augmente le risque de pollution et de dégradation. Et puis, on a aussi une augmentation des services culturels avec l'augmentation des activités récréatives, mais aussi l'augmentation de l'importance accordée à la valeur esthétique, aux dimensions patrimoniales. Donc, si on synthétise les résultats sur les services écosystémiques, pour les 3 sites, là j'ai montré un exemple, mais pour les 3 sites, voilà ce qui se passe, des services de régulation en augmentation, traduisant des pressions accrues sur les écosystèmes, à l'exception de la lagune de Thau, où la qualité de l'eau s'est sensiblement améliorée. On a des services d'approvisionnement, donc de production, de produits de la conchyliculture qui ont augmenté, puis atteint un plafond, et ensuite éventuellement diminué. Et on a des services culturels qui sont en augmentation, qui traduisent à la fois une multiplication des usages, par exemple les services récréatifs qui apparaissent, et une plus forte demande de protection de la nature, donc autour de la notion de valeur patrimoniale. Alors ensuite, autour de ces services écosystémiques, on a regardé quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin sur les facteurs explicatifs de la dynamique du socio-écosystème, c'est les demandes sociales pour ces services écosystémiques et en particulier les demandes sociales porteuses de changement. Alors, ce cadre d'analyse des demandes sociales, en fait, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on a commencé à travailler précédemment dans le cadre du programme EFES et qui, en fait, consiste à dire que chaque service écosystémique peut, alors il ne suffit pas de regarder en fait la consommation du service, ni même la différence entre capacité et consommation effective, mais si on veut vraiment faire le lien avec les dynamiques sociales, il faut prendre en compte le fait que chaque service écosystémique peut faire l'objet de différentes formes de demandes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une forme de demande? C'est le type d'interaction qu'un groupe social défini a mis en place avec un service écosystémique donné dans un contexte particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc j'ai déjà dit que plusieurs formes de demande peuvent exister qui sont éventuellement antagonistes. Pourquoi? Parce que relativement à un service, certains peuvent en faire un usage durable, d'autres non durable. Donc on va considérer que la demande est impactante. Certains vont considérer que puisque certaines demandes impactantes mettent en péril la durabilité de l'utilisation de ce service, eh bien, il faut conserver le service. Donc, on va avoir des demandes de conservation. Et puis, toutes ces demandes peuvent éventuellement être satisfaites ou non satisfaites. Donc, il y a d'autres attributs aux formes de demande sur lesquels je ne reviens pas, mais dans les attributs des formes de demande qui vont être intéressantes dans une perspective d'analyse de la dynamique d'un socio-écosystème complexe, c'est les demandes porteuses de changement qui vont nous intéresser. Et les demandes porteuses de changement, c'est les demandes impactantes, quand on dépasse la capacité du système à produire durablement le service. Les demandes de conservation, donc quand on prend conscience qu'il faut changer les pratiques pour avoir une utilisation durable des services. Et puis les demandes non satisfaites, qui renvoient au fait que des groupes d'acteurs voient leurs demandes non satisfaites, et donc les choses ne vont pas en rester là. Et là, les demandes non satisfaites, ça peut aussi bien concerner des demandes impactantes que des demandes non impactantes ou des demandes de conservation. Donc ici, vous avez pour illustration un tableau de synthèse de toutes les formes de demandes porteuses de changement. Donc là, il n'y a pas toutes les formes de demandes, il y a les demandes porteuses, uniquement les demandes porteuses de changement relativement aux services écosystémiques de la BDV sur 3 périodes. Voilà, et donc, sans rentrer dans les détails, ça nous permet de repérer, et donc ça sera utile pour la suite, pour la représentation en dynamique des systèmes, de repérer sur quel service écosystémique, donc sur quelle composante du socio-écosystème, en particulier de l'écosystème, se concentrent les dynamiques de changement. Donc, en élément de synthèse, concernant ces demandes sociales porteuses de changement, donc on constate qu'il y a une intensification et une diversification des usages qui se sont accompagnés d'une augmentation des pressions sur certaines composantes de l'écosystème et d'une plus forte demande de protection de l'environnement. Par conséquent, les demandes porteuses de changement se sont d'abord concentrées sur les services de production, coquillage et pêche, et les services de régulation qui les sous-tendent, qualité de l'eau, réseau trophique, puis se sont étendues
au maintien de la biodiversité et à certains services liés aux activités culturelles et de loisirs. Alors, troisième opération que l'on a conduite dans l'axe société de Rétroscope, c'est une analyse des stratégies et adaptations des acteurs. Donc là, on a monté une opération complémentaire adossée au projet Rétroscope, l'action de recherche-cueilleur de mémoire, donc qui a comporté plusieurs volets, mais principalement, on a réalisé des enquêtes auprès des ostréiculteurs. Et ces enquêtes ont permis d'aborder, donc, d'un point de vue rétrospectif, la carrière de l'enquêté, l'évolution des pratiques culturelles, le rapport à l'environnement, à la gestion et aux autres activités et leur évolution, et même la représentation du métier et de son avenir. Avec, on est allé jusqu'à des questionnements sur l'identité professionnelle des ostréiculteurs. Voilà, donc on a réalisé 168 enquêtes. En BDV, il y en a très peu, mais on a un taux de couverture très élevé parce que bon, c'est une population qui était très faible. Pour les autres sites, donc on a plus d'entretiens, mais un taux de couverture plus faible. Et donc les principaux résultats, pour faire bref sur ces stratégies d'entreprise ostréicole, on a une tendance à l'allongement des cycles de production, BDV. On a de plus en plus de pratiques de la plurilocalisation, c'est-à-dire qu'une entreprise va produire des huîtres sur différents bassins de production, en faisant appel à différents bassins de production, sauf pour les entreprises de taux. On a une hausse de la taille de l'entreprise et de la mécanisation, avec pas mal d'innovations technologiques. Et puis, on a surtout, donc, depuis la crise des mortalités de 2008, une diversification des stratégies d'approvisionnement en essaim et une diversification des débouchés commerciaux, vente directe, label, tout simplement, puisque expliqué par le fait qu'il y a une plus grande difficulté à maîtriser la production, donc on cherche à sécuriser les revenus en maîtrisant les débouchés. Alors, une fois qu'on a fait tout ceci dans l'axe E et dans l'axe S, on en vient à essayer de rassembler tous ces éléments dans notre axe transversal pour commencer à travailler concrètement sur cette représentation des trajectoires des socio-écosystèmes côtiers à vocation conchilicole. Et donc, une première étape a été de construire des frises chronologiques. Donc là, je repasse la parole à Aline pour présenter les frises chronologiques. Oui, alors donc les frises chronologiques, donc on s'est basé sur un travail qui a été produit par Bergeret et al. En 2015, dont vous voyez les références dans le petit cadre, hein, qui est juste en dessous si vous voulez récupérer l'article. Donc la finalité de cet outil de frise, hein, c'est bien d'aboutir à une représentation, qui soit, condensée, hein, vraiment, dans un seul schéma intégrateur de l'ensemble des paramètres, des facteurs de changement, des modes de réponse qui caractérisent, l'évolution du socio-écosystème étudié. Donc dans le cas de Bergeret, c'est une méthode qui a été appliquée à des territoires de montagne et il y avait différentes disciplines représentées, comme à l'image de Rétroscope, hein, des disciplines plus d'ordre, sciences de la vie, l'agronomie, l'écologie, l'archéogéomorphologie et puis des disciplines plus, sciences humaines et sociales, l'anthropologie, l'économie territoriale et cetera. Donc on s'est vraiment voilà, ça a été le point de départ de notre travail et la façon d'aborder, le changement, la temporalité. Nous, on est dans un système, ouvert, hein, donc on va avoir, ça va être une lecture un peu plus complexe. Donc on a une perspective, qui peut être linéaire, où on a un temps, qui est linéaire, des causalités qui sont assez simples et bien établies, qui peuvent produire une trajectoire. Donc ça marche bien sur les systèmes fermés. Ce qui n'est pas notre cas où on a des systèmes qui sont complexes, où les lois, de causalité simple, n'expliquent pas tout parce qu'on a beaucoup de variables en jeu. On a des choses qui sont imprévisibles, incertaines, des processus qui sont non linéaires et donc des bifurcations sont toujours possibles. Donc ça induit, la possibilité, à la polytemporalité, enfin, c'est même pas une possibilité, hein, c'est une notion, voilà, ça la complexité induit, la polytemporalité et puis, induit aussi le fait qu'on ait de multiples propriétés émergentes au niveau des systèmes, des socio-écosystèmes. Voilà, donc c'est plutôt cette approche-là qui va caractériser, enfin, c'est plutôt ce fait-là qui va caractériser, notre travail.
Et donc, dans notre démarche, on a eu plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est bien de problématiser le processus étudié, c'est-à-dire sous quel angle on va regarder notre socio-écosystème. On va aussi assortir à ça les bornes temporelles, hein, donc les nôtres, je les rappelle, c'est la période 70-2018. Donc, on a identifié des processus qui sont un petit peu différents suivant les SES qu'on a regardés, suivant les sites qu'on a regardés. Et on a eu une approche par frise thématique, donc une frise sur l'état de l'écosystème, une frise sur la gestion, une frise sur les usages, en distinguant l'usage conchilicole des autres usages. Donc ces 4 frises thématiques, elles sont vraiment spécifiques de chacun de nos sites et puis on a 2 frises communes Hem, parce que ça le permettait. Donc une frise commune sur l'évolution des réseaux d'observation et de surveillance et une frise commune sur la gestion, mais au niveau réglementation nationale et européenne, qui sont évidemment communes aux différents sites. Donc pour chacune de ces frises, hem, chacun de ces sous-processus, on a dû définir un certain nombre d'ingrédients, qui correspondent aux composantes, des socio-écosystèmes, qui sont indispensables à sa compréhension. Par exemple, sous, le thème État, on a abordé la question de l'hydroclimatologie, des processus sédimentaires, de l'état du cheptel conchylicole, des contaminations, et cetera. Et pour chacun de ces ingrédients, on a identifié un certain nombre de jalons, qui sont des événements, des tendances, des configurations qui décrivent l'état des ingrédients, jalons et jalons clés. Et puis on a périodisé, c'est-à-dire qu'on a hiérarchisé, ces différents événements, pour caractériser les étapes et les périodes du processus. Donc en termes de sources de données, on a fonctionné de 2 façons. Soit des sources de données qui ont été mobilisées par l'équipe projet, bah, directement les axes E et S du projet qui ont alimenté cette partie-là. Et puis, des analyses documentaires variées, des bases de données, locales, c'était disponible sur les Tanto, un certain nombre d'entretiens avec les acteurs des territoires, les acteurs professionnels, une analyse de presse, qui était disponible en BDV, qui a été réalisée en BDV. Donc on a pu recenser un certain nombre d'événements. En parallèle de ça, on a mis en place tout un travail avec les acteurs, donc des ateliers avec les acteurs, où on les a fait travailler en fait sur des frises, chronologiques, qui étaient vierges. On les a fait, ajouter leurs propres informations qu'on a couplées avec notre propre base d'événements et ça a été un complément en fait aux événements que nous, on a pu recenser. Et dans un deuxième temps, on a eu, de nouveau des ateliers qui ont permis de compléter, ces événements, d'identifier des jalons et des jalons clés et ça, c'était des ateliers qui ont été menés dans la base, dans chacun des systèmes. Donc, on a abouti, à des frises. Là, je vous donne juste un exemple d'une frise qui est la frise gestion en BDV et on voit en fait, différents événements, pour les différents ingrédients qu'on retrouve avec les différentes couleurs et on voit les différentes étoiles, grises, qui correspondent aux jalons et aux jalons clés quand, il y a un point noir en fait, à l'intérieur de jalons. Donc ça, c'est juste un exemple et du coup, derrière ces frises thématiques, on a des bases de données, pour chacun des sites, avec un certain nombre d'événements. On voit le nombre d'événements qui sont recensés et on a mis en place, un outil web, qui permet de naviguer, en fait, dans les différentes frises, pour chacun des sites, à l'adresse web, qui est, indiquée sur la diapositive. Donc on va pas rentrer dans l'outil aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais voilà, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui pour tout à chacun. Voilà, en précisant juste que, en fait, on a des bases de données qui sont encore plus importantes, hein, c'est-à-dire que au-delà de ces événements qui sont communs à ce que les acteurs ont eux-mêmes mentionné dans les ateliers et qui sont éventuellement des jalons et des jalons clés quand ils sont mentionnés par quasiment tout le monde, on a ce qu'on appelle tout simplement des enregistrements, c'est-à-dire des compléments d'information. Et donc, par exemple, sur Marraine-Oléron, on monte à 100, à presque, près de 400 enregistrements au total dans la base de données donc de la historique. Voilà. Alors ensuite, on est passé donc de la chronologie à la périodisation. Donc, au-delà de l'identification des jalons et des jalons clés pour construire la périodisation,
On a donc, puisque une période peut être bornée par les jalons clés qui marquent un changement notable de l'écosystème ou qui conduisent à des révélations des stratégies des acteurs, les périodes, elles peuvent être aussi caractérisées par des configurations, c'est-à-dire un certain état écologique, un certain niveau d'activité, un certain mode de gestion. Et donc, on a fait travailler les acteurs non seulement sur cette notion de jalon et de jalon clé, mais aussi sur ces notions de configuration. Donc, on les a invités donc, à caractériser les différentes périodes en émettant un point de vue sur quel était l'état écologique, le niveau d'activité, le mode de gestion. Donc, ça nous a permis de définir les grandes périodes donc, de cette manière très holistique, mais en croisant aussi, à chaque fois, on a recoupé avec les informations objectives, quantitatives qu'on pouvait avoir pour éventuellement réajuster les choses par rapport au tir d'acteurs. Et donc, d'ailleurs, incidemment, on a publié un premier article de synthèse sur la trajectoire du socio-écosystème taux qui reprend les résultats de cette méthode de périodisation. Alors, au final, on obtient donc une périodisation pour les 3 sites et surtout, on a donc pu caractériser chacune des périodes. C'est ça qui est intéressant. Donc, avec la vision des acteurs, les compléments issus des travaux des contributeurs du projet et qu'on a ensuite travaillé en équipe scientifique lors d'ateliers de travail sur chaque site. Donc, vous voyez, on a repris les dires d'acteurs, on l'a normalisé dans des bases de données, on a regroupé les différentes configurations qui disaient plus ou moins la même chose, on a reformulé, on a croisé avec des données et au final, on obtient une synthèse qui, pour chacune des périodes, va donc à la fois proposer une appréciation générale et puis des caractérisations plus spécifiques des configurations relativement aux différents éléments de l'état écologique en vert, des activités en bleu ou du système de gestion. Voilà, donc je ne donne pas les détails. Donc là, vous avez les 3 sites pour lesquels on a donc obtenu ces configurations donc avec cette approche à la fois interdisciplinaire, holistique et avec les acteurs. La dernière étape, donc pour laquelle il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais qui n'est pas la moins importante, ça a été finalement de passer à la représentation en dynamique des systèmes. Donc l'intérêt de la représentation en dynamique des systèmes, donc là je passe un petit peu tout ceci, mais c'est au final d'être capable de représenter de façon intégrée l'ensemble de ces éléments qui caractérisent le socio-écosystème pour avoir un état des lieux de la stabilité ou de l'instabilité du système. Donc ça, c'est plutôt les notions qu'on manipulait au début. Mais pour les systèmes complexes que sont les socio-écosystèmes, on va plutôt que la notion d'état stable ou instable, on va manipuler la notion d'état désiré ou non désiré. Hein, puisque typiquement, dans ce type de système complexe, un état instable peut aussi être un état désiré quand on a une notion de besoin de développement, par exemple. Donc, on va travailler sur les états désirés et en ayant à l'esprit que l'état désiré, sur des périodes longues comme celle qu'on a étudiée, donc 70 à la période actuelle, l'état désiré peut varier d'une période à l'autre parce qu'il se passe des choses dans les connaissances, dans les représentations de la société qui font que le référentiel de jugement par rapport à ce qui doit être une situation désirable va évoluer. Alors, formellement, pour représenter ces socio-écosystèmes de façon intégrée, on va partir des propriétés émergentes du socio-écosystème, donc on appelait de façon plus commune les configurations dans l'approche phys-chronologique, et on va identifier celles des composantes du socio-écosystème et des interactions entre composantes qui expliquent ces propriétés, donc l'apparition des états stables ou instables et ou désirés, non désirés. Donc, on a travaillé avec les acteurs qui ont été invités à s'exprimer sur les configurations, on l'a déjà dit, mais aussi sur les facteurs de changement et les adaptations qui expliquent ces configurations. Et puis ensuite, pour établir des relations entre facteurs de changement et configuration, on a travaillé en équipe sur la base de la documentation disponible, les résultats des travaux des axes EES
Et surtout, on a cherché, dans la représentation en dynamique des systèmes, à faire apparaître des boucles de rétroaction qui sont celles que la société a mises en place pour essayer de s'orienter vers l'état désiré. Donc, ici, vous avez la nomenclature qu'on a utilisée. Donc, on part en bleu des configurations. Les configurations, elles sont données par déjà cette synthèse holistique de la caractérisation des socio-écosystèmes aux différentes périodes, mais on la respécifie en revenant à cette notion de demande porteuse de changement, c'est-à-dire qu'on sait qu'en lien avec les différentes configurations, eh bien, derrière ça, il y a des services écosystémiques, des demandes pour des services écosystémiques et des demandes porteuses de changement sur ces services écosystémiques. Donc déjà, ça va nous donner des indications sur ce qu'il faut représenter dans le socio-écosystème pour représenter le changement. On va bien sûr prendre en compte les facteurs de changement, donc qui sont ici en rouge, les adaptations collectives qui sont en vert, les adaptations individuelles ou sectorielles qui sont en saumon, et puis aussi éventuellement des groupes d'acteurs qui peuvent jouer un rôle clé à tel moment dans la dynamique du système. Donc pour mettre en relation ces différentes composantes, on est sur du classique. Alors ici, la nomenclature qu'on utilise, donc c'est celle qui est comment dire, la plus orthodoxe dans la théorie des systèmes complexes, c'est-à-dire que ici, quand on dit qu'on a une relation positive entre mauvaise qualité de l'eau et exigence en termes de qualité de l'eau, ça veut dire qu'une augmentation de la mauvaise qualité de l'eau va induire une augmentation des exigences en termes de qualité sanitaire de l'eau. Et l'augmentation des exigences en termes de qualité sanitaire de l'eau va induire une augmentation de la réglementation sanitaire, et une augmentation de la réglementation sanitaire va induire une diminution de la mauvaise qualité de l'eau. Et donc ça correspond à la mise en place d'une boucle de rétroaction. Voilà. Ça ne préjuge pas du fait que le plus va dans le sens désiré. Donc, vous verrez plus tard que quand le plus, une relation qui fait augmenter la variable d'arrivée est notée plus, on va la mettre en rouge quand en fait, ça va faire augmenter, mais pas dans le sens de l'état désiré. Voilà. Alors, au-delà de ça, donc, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir dire si l'état du système relativement à la composante, il est instable ou non désiré, en voie d'être stabilisé ou d'être satisfaisant, ou tout simplement stable et désiré. Et tout ça, ça va dépendre de la capacité à mettre en place des boucles de rétroaction qui soient effectives et efficaces en vert, qui soient effectives partiellement efficaces, donc en orange, ou qui soient malheureusement effectives mais totalement inefficaces. Donc voilà ce que ça donne au final. Donc voilà un exemple ici dans la lune de taux pour la période 90-2004. En début de période. Donc, vous avez beaucoup de sources d'instabilité dans les différentes composantes du socio-écosystème qui sont d'intérêt du point de vue de la problématique étudiée. Donc, c'est les cadres bleus, donc il y a plein d'instabilité. On voit qu'on met en place des boucles de rétroaction, mais les boucles de rétroaction, il y a peu de vert, il y a pas mal de orange et il y a même du rouge. Donc, au final, en fin de période, eh bien, on aura réussi à orienter vers l'état désiré ou quelque chose de plus stable seulement 3 sur 6 des configurations du socio-écosystème que l'on cherchait à obtenir. Voilà, donc là, j'ai un autre exemple sur lequel je ne reviens pas. Donc, pour finir sur cette représentation en dynamique des systèmes, donc au final, sur les 3 sites, on a été capable donc, de représenter le socio-écosystème avec cette nomenclature que je viens de vous présenter, et donc en faisant apparaître les boucles de rétroaction qui sont complètement efficaces, partiellement efficaces, pas du tout efficaces. Et donc, vous voyez le résultat, c'est que, premièrement, on a de plus en plus de boucles de rétroaction sur chacun des sites. À la fin en fin de période, à période 3, il y a toujours beaucoup plus de boucles de rétroaction qu'au début. Et surtout, on a des systèmes qui sont dominés par les boucles de rétroaction qui sont simplement partiellement efficaces. Voilà, alors ici, j'ai des petits détails sur lesquels on n'a pas le temps de revenir. Alors, simplement, une première synthèse sur les points communs entre les 3 sites du point de vue de la trajectoire
analysés en dynamique des systèmes. Donc, on a une accumulation des facteurs de changement, dégradation de l'environnement, mortalité, concurrence d'usage, qui vont jouer un rôle déstabilisateur, éloignement de l'état désiré. On a une multiplication des adaptations, d'abord pour y remédier, adaptation organisationnelle avec la gestion, mais ensuite, le plus souvent, simplement pour en atténuer les effets. Donc, adaptation sectorielle visant à atténuer, par exemple, certains impacts, notamment économiques, donc là, on vient avec les mortalités, du fait de la persistance des facteurs de changement. Par conséquent, il y a une complexification de la gestion, y compris dans la mouvance de la gestion dite intégrée, qui induit un risque accru d'inefficacité. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre croissant de boucles de rétroaction qui doivent fonctionner en même temps, et par suite des boucles de rétroaction qui sont partiellement efficaces, simplement, voire dans certains cas totalement inefficaces. Pour terminer, un bref retour sur la manière dont on a mobilisé les sciences de la durabilité dans Rétroscope. Donc, premier point par rapport à l'approche de Bergeret et al. Donc, au-delà de la recension des événements et de la périodisation, Bergeret et al., dans leur approche des frises chronosystémiques, proposent donc d'établir des liens dynamiques entre les événements. Donc, ils continuent à analyser le déroulement du temps pour montrer les conséquences que le déroulement du temps peut avoir sur le socio-écosystème. Alors, nous avons pris une bifurcation à ce niveau-là, puisque nous avons cherché à représenter le fonctionnement du socio-écosystème avec l'ensemble des composantes qui sont d'intérêt pour en expliquer la dynamique en séquence. Donc, finalement, ce qu'on a obtenu, c'est ce qu'on peut appeler une modélisation qualitative séquentielle, c'est-à-dire qu'on va représenter de façon successive les composantes dynamiques du SES qui sont figurées à travers le temps et qui ne sont pas toujours les mêmes. D'une période à l'autre, ce n'est pas toujours les mêmes composantes qui vont expliquer la trajectoire du socio-écosystème. Voilà. Donc, tout ça, évidemment, n'est pas si facile d'un point de vue méthodologique parce que ce qui existe dans la littérature, très souvent, ce sont des modèles de SES qui sont très génériques, donc qui manipulent des objets qui sont certes complexes, mais qui sont, entre guillemets, trop vastes par rapport à des études de cas, des études de terrain. Et inversement, dans les études de cas, les études de terrain, on part très facilement, donc c'est notamment ce qui se passe dans l'approche par les cartes mentales, on part sur un très grand nombre de variables, donc ce qui permet effectivement de faire un travail très fourni statistique sur les propriétés de l'ensemble des relations qu'on va établir entre les variables et qui permettent donc de mesurer la stabilité du socio-écosystème ou de repérer les variables qui jouent un rôle central. Alors, mais ce genre d'approche est en général obtenu par, comment dire, ce genre d'approche, déjà, les états désirés sont obtenus par délibération des participants. Et la dynamique, elle est analysée par scénario. Alors nous, on ne travaille pas sur des scénarios, on travaille sur du rétrospectif. Et par ailleurs, on peut faire émerger des feedback loops, mais elles sont présentes, mais elles ne sont pas forcément un objet en soi de l'analyse. Donc pour conclure, donc nous, on avait un certain nombre d'objectifs dans Rétroscope du point de vue de l'analyse de la trajectoire d'un socio-écosystème représenté en dynamique des systèmes. Donc, on voulait avoir une approche rétrospective, donc d'où l'utilisation des fils chronologiques. On voulait prendre en compte les facteurs de changement et d'adaptation dans les composantes écologiques. Donc là, on s'inspire de l'approche du fuzzy cognitive mapping, mais on complète par l'approche de l'institutional analysis pour aussi incorporer les facteurs de changement qui concernent la composante sociale. Pour ce qui est des états désirés, on va considérer que tout ce qui est relation de pouvoir et compétition de systèmes de valeurs sont internes au fonctionnement du socio-écosystème. Et finalement, ce qu'on peut observer de façon rétrospective, ne serait-ce que dans les dispositifs de gestion et leur évolution, c'est tout simplement les conventions que la société établit pour définir les états désirés du socio-écosystème vis-à-vis de telle ou telle de ses composantes. Donc, on veut en faire un système productif, on veut en faire un système qui est protégé du point de vue environnemental, on veut en faire un système qui accueille de multiples activités, etc. Et tout ça émerge petit à petit, notamment dans les documents de gestion, et ça correspond à des jeux d'acteurs. C'est le produit de jeux d'acteurs, mais on les prend comme tels dans l'analyse rétrospective.
Pour ce qui est de la gestion, on la considère en elle-même comme un processus dynamique. On va reconnaître la complexité de la gestion, donc le fait de distinguer l'effectivité de la gestion, le fait qu'on fasse quelque chose et l'efficacité de la gestion, ce qui n'est pas la même chose. On peut mettre en place des choses qui ne soient pas forcément efficaces. Et au final, on en arrive à l'idée que dans la trajectoire du socio-écosystème, eh bien, il y a des boucles de rétroaction qui sont mises en place. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est d'analyser la dynamique de ces boucles de rétroaction elles-mêmes, c'est-à-dire de voir comment, au-delà de l'évolution du socio-écosystème lui-même, ce sont ces boucles de rétroaction qui évoluent et qui, on l'a vu dans notre cas, se multiplient et se complexifient. Voilà. Pour se détendre après ce passage par la représentation en dynamique des systèmes, un petit rappel sur les produits du projet Rétroscope, donc on peut retrouver assez facilement dans les archives de l'Ifremer via Archimer. Il y a des publications en cours, évidemment. Il y a une page web en cours de construction. Et puis, on a fait aussi, donc là, pour revenir aux aspects plus sciences en société, on a fait 3 produits originaux à destination des acteurs et du grand public. Un documentaire de 38 minutes qui s'intitule Enquête de résilience de l'ostréiculture dans le rétro, qui va être normalement visible assez rapidement sur la chaîne YouTube de l'Ifremer. Les frises chronologiques sont consultables dans un outil web en ligne. Et enfin, on a fait des petites vidéos animées de 2 minutes qui, en fait, donc, qui ont été réalisées avec l'aide d'un graphiste et qui reprennent ce qu'on vous a montré très brièvement là, sur la succession des configurations pour chaque site à différentes périodes. Et donc, qui les reprennent de façon animée et illustrée, donc pour que ce soit vulgarisé et pédagogique. Je m'arrête là. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation, c'est hyper intéressant. On va passer à la phase questions. Alors peut-être...